97% des phénomènes. C'est toi qui ressemble à Michel Onfray ou c'est Michel Onfray qui te ressemble? Ça m'obsède, je te demande. Je préfère pas. Ma mère risque de regarder la vidéo, je préfère pas qu'on aborde ce sujet. Moi, je pense qu'il te doit tout. Je suis pas sûr, parce qu'il est plus âgé que moi quand même. Mais la charte graphique que vous avez pris, Ah tu vois, ouais, le mouvement un peu qui est lancé de ton épi, c'est tout à fait stimulant. Bon, on est sans François encore. François, Alors, il vrille, hein. bah ça s'est pas très bien passé avec Carignon, je crois. Donc là, il est reparti dans Un truc ésotérique. Ouais, genre. je crois il a découvert qu'il était enfant indigo. Ah, Il annonce la nouvelle ère. merde. Il est dans une espèce de madrasa. Bon, bah Dans le François, trier, en tout cas, si tu reprends pied, Reviens-nous. on est là. Tu nous manques. Yes. Techniquement, ça s'en ressent. Absolument. Donc le décor est toujours moisi et on est tout seul, voilà, avec Richard. Donc on a un Tipeee, si vous pouvez mettre un peu d'argent dessus, ça nous permettra peut-être d'avoir des conditions techniques décentes en attendant. Voilà. On a un Tipeee? Ouais. Ah ouais. C'est quoi un Tipeee? Je sais pas, tout le monde dit ça. Donc, Ah, on a un Tipeee. voilà. Tipeee. Donnez sur notre Tipeee. Que puis-je pour toi, mon bon Nico? Emma Richard, on pensait que ce serait pas mal qu'on se présente, enfin qu'on parle un peu de nous, que les gens sachent d'où on vient, qui on est, pourquoi on est là. Donc toi, tout le monde te connaît, mais tout le monde ne connaît pas les J'essaie de me méandres flagorner. de ton histoire personnelle, tu vois. Tu viens pas du tout du coin, par exemple. Donc, Ah non, les Alpes, non. et donc Pas du tout. Ouais, Mon grand-père, c'était une insulte pour lui. Savoyard, il disait. Savoyard. Pour lui, c'était une tragédie. Alors comment t'es arrivé là géographiquement, et comment t'es arrivé à la zététique et c'est quoi le début? Dans les de deux l'histoire, cas, en avec fait beaucoup de douleur. Non, beaucoup de douleur. Non, c'est pas ça. C'est que j'avais mon père qui était militaire, et donc je vivais de caserne en caserne. J'ai fait plein de casernes différentes, très sympathiques. J'ai découvert les vertus de l'ordre, les vertus de la force et de la puissance publique. Mon père était de ceux qui t'appellent tiens. Ah Ça fait toujours plaisir. Ça crée des liens. Tu vois, c'est bon. Et oui, et un jour j'ai réussi à m'échapper, tel un fauve d'un zoo, et je suis parti et je me suis tracé dans plusieurs endroits. J'ai pas mal voyagé, puis j'ai atterri pour finir mes études ici. J'aime bien cette ville, elle est sympa, Grenoble, c'est sympa. Bon. Et puis, qu'est-ce que la zététique? Bah, ouais, comment tu t'es retrouvé là-dedans en fait? Je me méfie toujours de comment on raconte les histoires parce qu'on a tendance à les enjoliver. Puis le biais de désirabilité sociale fait qu'on a envie de raconter que les bons éléments puis pas les mauvais. Donc quitte à m'humilier, je vais essayer de te raconter tout, même les trucs un peu. Moi j'ai pas la chance d'être né sceptique. Je suis dans une famille d'un catholicisme gentil, tu vois, pas très prononcé. Ambiance paysanne d'un côté et très petit fonctionnariat de l'autre, donc déjà assez modeste. Et j'ai lu ce qui passait sous la main parce que j'étais assez seul, donc je lisais tout ce qui passait. J'étais assez seul, j'ai un frangin que tu as fort connu d'ailleurs et qui était lourdement handicapé, donc il avait une vie qui était vraiment très différente de la mienne, et donc je ne pouvais pas partager grand chose sur le plan de la réflexion avec lui. Sur le plan sensible, oui, tu vois, mais je lui dois pas mal de choses, dont mon goût pour les fantômes et autres trains fantômes, tirés de surprise de fêtes foraines, tu vois, mais pour discuter plus avant, c'était compliqué. Et donc ouais, je lisais ce qui passait, mais c'était pas très très fourni chez moi, mais il y avait quand même quelques bouquins, tu vois. Et puis j'ai plongé très rapidement dans les trucs ésotériques, ce que je kiffais. Mon père avait une collection de bouquins, tu sais, les bouquins rouges, et j'ai lu spécial les aventures mystérieuses, histoires mystérieuses, tout ça. Et j'ai nourri chez moi un fort goût des connaissances cachées, à les décrypter. Donc à 10 ans, 11 ans, 12 ans, je lisais tout ce qui traînait. J'avais un livre fétiche qui s'appelait Histoire naturelle du surnaturel de Lyle Watson. Et je t'en parle parce que c'est à cause de ce bouquin qu'un jour j'ai pris une gifle, alors que j'étais en pleine crise de lecture
mélangeant psychanalyse, New Age et tu vois, technique d'hypnotisme. Il y avait un super livre de technique d'hypnotisme par Paul Clément Jagot. J'ai toujours, j'essaie d'hypnotiser mon chat. C'est tourner les gens dans la rue. Je les regarde comme ça. Et puis, un jour, par hasard, dans une bibliothèque, je crois, je suis tombé sur le Paranormal de Henri Brock, aux éditions du Seuil, qui était paru en 91. Et je pense que je l'ai eu cette année-là ou une année après, tu vois. Et j'étais en train de finir mes études secondaires et dedans il y avait une critique d'une des thèses de Lai Watson et Henri Brock la démontait en 2 temps 3 mouvements avec des éléments que j'avais et je les avais pas mobilisés, tu vois. Et j'étais humilié, tu vois. Je me suis dit, comment j'ai pu ne pas, tu vois. Et ça m'a énervé, tu vois. Je me suis dit, waouh, le gars il travaille, Brock c'est cool, il bosse. Donc j'essaie de lire d'autres livres de lui, d'autres trucs de lui. Et puis ensuite j'ai fait des études, j'ai fait un pari, tu vois, de faire des études de physique-chimie, parce que je pensais que c'était le domaine le plus compliqué sur le plan formaliste. Et je me disais que le reste, c'était un peu arrogant, et je me rends compte que c'est pas si vrai que ça, mais que tous les autres domaines, ça peut se travailler. Mais celui-là, les maths velues, c'est un peu compliqué, donc autant aller bosser ça. Donc c'était la branche que j'ai empruntée. Et en faisant du sport, j'ai dû me déplacer dans des endroits un peu particuliers pour faire des études. Et puis, au moment où je me suis séparé des pratiques de sport de haut niveau, j'ai eu à faire un choix entre des études de physico-chimie des nuages. Je trouvais ça trop beau, ça me faisait kiffer, tu vois. Ou bien de partir en didactique des sciences. Et quand j'ai vu didactique des sciences, j'avais pas compris ce que ça voulait dire exactement. Et puis surtout, j'ai toujours pas compris d'ailleurs. Mais ça relève de tout ce qui est transfert de connaissances en sciences. Et là, je me suis dit, ah, ben, c'est cool. En fait, je pourrais peut-être marier mon goût pour les trucs ésotériques et leur analyse, tu vois, et puis les enjeux philosophiques qu'il y a derrière. En fait, c'est hyper transdisciplinaire. C'est cool. Hop, je me suis embringué en didactique des sciences. Et puis, j'ai écrit à Henri Brock et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire il me dit, bah, je sais pas, tu vois. Et hop, je lui dis, bah, je pars voyager, je pars 2 ans, je reviens. Et je vous ferai une proposition. Et je suis revenu avec une proposition de thèse sur le sujet. Ce qui fait que des fois, on peut lire que je suis premier docteur en zététique, ce qui est complètement faux, puisqu'il n'y a pas de discipline, si tu veux, mais c'est ta première thèse avec le beau zététique dedans, ouais. Peut-être la dernière, tu vois, parce que le mot, il est même pas important, mais... Et donc, j'ai bossé avec Henri pendant 4 ans, à distance, puis j'étais ici, lui, il était à Nice, puis j'y allais régulièrement, et c'est comme ça que j'ai fait c'était cool parce que j'ai pu faire converger. Tu vois, Henri, c'est quelqu'un qui est foncièrement progressiste sur le plan des mœurs, tu vois. Un petit côté ancien communiste qui est un peu incongru maintenant, mais qui est pas déplaisant, tu vois. Puis c'est quelqu'un vraiment gentil. Et contrairement à ce qu'on peut penser en lisant ses bouquins qui sont râpeux, tu vois, lui, il est vraiment sympa. Et on a pu j'ai pu me former, tu vois, à ses côtés, avec cette fibre dont tu parlais dans un épisode précédent, une fibre un peu sociale. Alors que dans la vraie vie, autant il est doux, je te dis, autant dans les interventions, il est vraiment raide, quoi. Il est vraiment rugueux. Et j'étais content de pouvoir essayer de m'affranchir de cette forme de rugosité qu'il avait. Mais j'étais content parce que c'était un creuset, ce truc. Ça me permettait de potasser les sujets que j'aimais bien, qui étaient les sujets bizarres, d'y appliquer de la science, que j'aimais bien, de voir les enjeux philosophiques qu'il y a derrière et épistémologiques il y avait tout, quoi. C'était juste parfait. Il manquait juste une bourse de thèse. Donc, j'ai bien crevé la dalle pendant le temps de faire cette thèse. Et en parallèle à cela, j'avais rejoint le cercle zététique Rhône-Alpes, défunt depuis, transformé ensuite en observatoire zététique, que j'ai abandonné par la suite, vers 2008, il me semble, ou vers 2009, 2008, je sais plus. Mais... à la création du Cortex. Avant. Bien 2 ans avant. Et après, avec quelques collègues, on s'est dit, montons un collectif universitaire pour essayer d'incruster des enseignements d'autodéfense intellectuelle partout. On voulait souscrire au vœu de Chomsky, une expression consacrée maintenant, que vu que les intellectuels sont les principales courroies de transmission des grandes propagandes, il faudrait que les intellectuels qui se forment à l'université, ils soient un petit peu vaccinés vite, dès le début. Puis en fait, je sais pas si je souscris encore à ça, parce que des vrais gens qui feront profession d'intellect dans mon amphi de L1 où ils sont 300, il y en a un. Et je suis très content de parler aux 299 autres qui, eux, vont peut-être arrêter dans l'année. Et au moins, ils auront reçu ça. Au moins, ils sauront que
une corrélation, une causalité, c'est pas la même chose. Ils sauront que on peut étudier le paranormal, rien que ça, tu vois, déjà qu'on n'est pas obligé d'être dans la croyance, mais qu'on peut revenir à la preuve, on peut essayer d'exiger des preuves, que quand on doit faire le choix dans des thérapies étranges, on peut choisir un peu tout et n'importe quoi en dilettante quand c'est pour du rhume, mais quand c'est pour des trucs plus graves, ça vaut peut-être le coup vraiment de se renseigner, parce qu'on peut pas se tromper plusieurs fois. Voilà. Et du point de vue des valeurs et de... Les valeurs politiques, tes valeurs humaines, politiques, est-ce que c'est est-ce que c'est des valeurs qui ont été transmises par tes parents? Est-ce que c'est des choses qui sont le fruit d'un parcours? Mes parents sont des gens gentils, simples et gentils. Mais le milieu dans lequel je frayais, c'était un milieu de droite gaulliste, tu vois, post-colonial, un discours un peu décadent de la part de mon grand-père qui était dans la coloniale à Madagascar. Mon grand-père, il a contribué à la violence des insurrections de 47 matées par la France à Madagascar. J'ai mis du temps à comprendre que c'était un peuple qui se soulevait pour son indépendance, tu vois, puis mon grand-père était du mauvais côté. J'ai du mal à comprendre ça. Mais très tôt, je pense que c'est du fait de la proximité très forte que j'avais avec des gens souffrant de handicap et de diverses formes. Parce que mon frère vivait dans des structures où il y avait beaucoup de gens qui étaient dans des situations de ce genre. J'ai vite senti qu'il y avait des gens faibles et puis des gens, tu vois, forts, et puis que les gens forts écrasaient les gens faibles. Donc j'ai une sensibilité assez grande à ça. Et la violence qui pouvait s'exercer symboliquement sur mon frangin, elle me rendait vite fou. Je pense que ça a beaucoup joué. Ça m'a toujours mis du côté des plus petits, voilà, tout de suite. Mais même, je me rappelle, je sais pas si je t'avais raconté ça, mais que j'avais fait je me rappelle du jour où on m'offre un bateau pirate en Playmobil, et je me rends compte que la vigie, c'est noir. Le mec qui se pèle le cul en haut tout le temps, il était sympa. C'était le seul bonhomme marrant. C'était mon préféré. C'était mon kiff. Et puis c'était l'époque des années 80, milieu des années 80, où on était en pleine apartheid et ça on m'y a confronté à l'école. J'avais regardé une saison Blanche et Sèche, ou lu, je sais plus ce que j'avais vu, si j'avais lu ou vu dans quel sens j'avais vu de André Brink, et ça m'avait révolté. Donc voilà, mes premiers combats politiques c'était plutôt des trucs racistes. Et donc je me suis retrouvé, une fois que je me suis émancipé un peu de ma famille, je suis parti. Je me suis rendu vite compte en fait que le gaullisme et le conservatisme et le patrie, travail, mérite, tout ça, c'était vite limité. Mais je savais pas trop comment le mettre en mots. Et après, quand je me suis émancipé, tu vois, je me suis retrouvé j'étais voir Amnesty International, j'étais chez Ralph Front à l'époque, tu vois. J'ai compris que quoi qu'il arrivait, les thèses du Front National, elles étaient, j'aurais pas dit à l'époque, pseudo-scientifiques, tu vois. Donc je pense. C'est-à-dire que tu fais un lien entre... oui, à justifier de façon rationnelle à peu près tout tes... Je me méfie parce que ça se trouve... Enfin, le truc qui me rassure, c'est que je suis pas né gauchiste. Je suis pas né à tendance libertaire. Je suis devenu comme ça. Progressivement et à grands coups de pelle dans la figure parfois. Tu vois. J'ai rencontré le féminisme de manière assez violente. Les filles qui me recadraient, elles ont bien fait de me recadrer quand j'avais 17-18 ans. J'étais un beauf tout à fait classique. Et donc ça s'est fait de manière assez douloureuse. Donc je sais pas si le scepticisme a nourri la politisation ou l'inverse, mais j'ai l'impression que ça, en fait, les deux ont du sens, et je me retrouve pas mal chez des Chomsky, chez des Baillargeon, chez des gens comme ça, parce que je vois que ça converge, que la recherche de preuves fait que tu peux démontrer en quoi une thèse est fausse, et non pas juste avoir une posture de principe et dire que non, ça c'est pourri. Tu vois, moi j'apprécie pas la pensée politico-religieuse de Nicolas Sarkozy, mais parce que je pense qu'elle est fausse, parce que je peux le prouver, tu vois. J'ai même fait un petit bouquin là-dessus. C'est mieux que de dire juste j'aime pas, il ressemble à rien, ça me saoule. Ce qui fait que le statut de la preuve, je trouve que c'est essentiel pour arriver à construire un ensemble de savoirs collectivisables qu'on puisse partager. Alors moi je connais des gens par exemple qui sont plutôt écologistes dans leur engagement politique, tu vois, et rationalistes, et qui vivent mal un certain nombre de prises de position d'Europe Écologie Les Verts par exemple sur plein de sujets. Il y a des moments comme ça où tu t'es retrouvé un peu en porte-à-faux ou à
Bah, il y a des sujets, je suis toujours un porte-à-faux, mais je me prononce pas dessus, quand je suis vraiment pas au point. J'arrive pas à ça. Enfin, c'est là où se grèvent des problèmes de morale, c'est le problème de la morale, je trouve, qui cloche. Quelle morale on construit collectivement? Est-ce qu'on est plutôt essentialiste ou plutôt déontologiste, quand on fonctionne avec des devoirs? Je sais pas, je te donne un exemple tout bête. La torture, c'est toujours un truc pour lequel j'ai lu tous les livres sur la torture d'Algérie et ça m'a toujours révolté. Mais si on se dit, mais d'un point de vue moral, je suis plutôt conséquentialiste et je regarde les conséquences que ça a, les choix. Est-ce que c'est pas légitime de faire souffrir quelqu'un si le prix c'était de sauver plein de gens? Et au bout de combien de gens à sauver, j'ai le droit de massacrer et d'arracher tous les ongles du bonhomme un par un? Je sais pas trancher ça. Pareil pour les sujets qui sont transversaux sur le temps, où t'as plein de choses que tu peux pas savoir à l'avance. Je me rappelle que tu parlais des questions de nucléaire. J'arrive pas à savoir s'il faut s'arrêter maintenant. C'est cool, ça fait marrer les gens. J'arrive pas à savoir je sais pas ce qu'il faut faire avec le nucléaire. Je sais pas. Je suis même pas assez compétent pour me positionner là-dessus. Bizarrement, je vis dans un monde. Alors ce que je fais, je choisis une solution un peu triviale, comme diraient les matheux. J'essaie de décroître ma consommation. Point. À mon avis, c'est la meilleure solution à faire, mais à titre personnel, mais à titre global, je serais bien embêté si j'étais ministre de l'énergie, si tu veux. Tu vois, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc il y a des fois où ça cloche. Sinon sur les valeurs, non, je trouve que de toute façon d'être un progressiste sur les mœurs, j'ai l'impression que toute l'histoire montre que ce qui nous paraissait révoltant et casser la famille, casser la société, tout ce qui choquait, tu vois. J'avais un grand-oncle, il était homosexuel, moi j'ai compris il y a 30 ans qu'il était homosexuel. Parce qu'avant on disait, il était original. Moi j'ai jamais connu, tu vois, mais ma grand-mère me disait, oh c'est un original, puis personne n'en parlait. Je savais pas pourquoi. Et de la même façon que les mariages mixtes, donc les mariages homo, ces choses-là, maintenant j'espère pour la génération qui arrive, seront complètement banales. Je me dis que quoi qu'il arrive, être progressiste sur les mœurs, c'est bien. Tant que les gens se nuisent pas entre eux, que ce qu'ils se font, c'est consenti. Alors, il y a le problème du consentement, c'est quoi? À quel âge? Comment? Est-ce que les gens qui souffrent d'un handicap, ils ont un consentement complet? Est-ce que toi, si t'es bourré et que tu donnes ton accord, ça marche? Ça pose plein de questions, mais au moins une règle de base un peu simple, c'est de se dire si les gens ils ont envie de faire des trucs entre eux et qu'ils sont tous consentés, pourquoi pas même se manger. J'ai pas d'argument à donner contre Maïves qui avait mangé Brandes, je crois que ça s'appelait, le fameux cannibale de où déjà, j'allais dire Düsseldorf, mais non, c'est de j'ai plus un bled en Allemagne là. En 2001, il avait fait passer une annonce disant je cherche quelqu'un pour être mangé. Et il y a un mec qui a répondu et ils sont dit ouais, t'es bien d'accord, ouais. Ils ont même mangé un bout du mec avant ensemble, tu vois, avant de le tuer. Bref, le mec est en prison, j'ai pas d'argument pour le mettre en prison, tu vois. C'était d'accord. Je suis plutôt progressiste sur les mœurs, ouais, voilà. Bon. Après, non, est-ce que j'ai d'autres conflagrations politiques? T'as toujours la question de la représentativité. Est-ce pendant longtemps, je me disais, il faut pas voter aux élections présidentielles, c'est une arnaque. Là, j'ai changé d'avis il y a pas si longtemps que ça, parce que je me rends compte que d'avoir je sais pas, Sarkozy ou d'avoir Hollande ou d'avoir des gens comme ça, c'est pas la même, ça change rien, strictement rien pour des bourgeois ou bourgeois intellectuels comme nous, mais pour les petites gens, ça change pas mal de choses. Si t'es un immigré et que t'as chopé un gouvernement de droite dur, c'est compliqué. Et donc, je continue à défoncer le scrutin tant que je peux, à défendre le référendum d'initiative citoyenne, ce genre de choses. Et en même temps, je vais quand même appuyer. J'essaie d'appuyer partout. Je sais pas si c'est contradictoire ou si ça tient la route, mais quoi, je vais quand même voter, tout en disant que ce scrutin, c'est un scrutin de merde. Mais je sais pas si c'est très cohérent. Bref, pour te dire, est-ce que c'est le scepticisme qui a nourri la politique ou pas? J'ai l'impression que c'est les deux en même temps, et j'espère que peut-être un jour je me rendre compte que j'ai une position qui, sur le plan politique, tient pas la route. Mais même le rapport au YouTube et autres supports, là, ou même, je me suis enterré très souvent dans des revues, complètement inconnues, pour être pur, tu vois, pour essayer de pas passer par des grandes centrales marchandes, pas passer par Amazon, choisir un bouquin, j'édite un bouquin, il est pas chez
il est pas chez Odile Jacob, tu vois, il a choisi une petite maison d'édition, bilan, bah, il est pas lu. Enfin, donc après, tu te dis, bon, bah, mais c'est Paris, je sais pas toujours comment le trancher, je sais pas, quand c'est que c'est un renoncement on m'a beaucoup fait le reproche tu vois, ça m'est assez facile de parler. Bon, toi, tu connais j'ai une forme d'anxiété assez spéciale qui fait que parler dans les médias, ça me fait jamais plaisir, si tu veux. Mais je suis capable. Et je pouvais faire une carrière semi-médiatique, aller raconter des trucs. J'aurais pu faire bouffon chez Ruquier. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Je parie que non. Peut-être que je me trompe. J'ai fait le pari de passer dans des petites maisons d'édition. Peut-être que ça, c'était pas des bons calculs pour la cause. Et qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui fait qu'on est devenu potes, en fait? Parce que on vient pas du même milieu, on n'a pas du tout fait la même chose au niveau des études. On était un certain nombre de... Enfin, comment tu vois ça, toi? J'ai toujours un peu de mal à comprendre comment... Moi, je vais te dire pourquoi on est devenu potes. On est devenu potes avec lui parce que, déjà, on défendait cette branche gentille de la zététique, douce. Là-dessus, vite, j'ai compris ça. Et surtout, toi, t'étais installé, déjà, à l'époque, car tu es très vieux. très, très vieux. Et de plus en plus. Ouais. Il a connu Jeanne Calment jeune. C'est vrai. Et moi, j'étais encore doctorant sans le sou. Et des fois, quand il fallait que je remonte chez moi et j'habitais à 400 mètres de dénivelé au-dessus et que je remontais en vélo, et ben, alors qu'il était 2h du matin et que tout était épuisé, tu me remontais. Et quand j'avais pas de sous pour me payer des bières, tu me payais des bières et avec une discrétion totale. Et que des fois, je savais même pas ce que tu allais payer. Et ça, mec, ça pour moi, c'est des valeurs fondamentales. Ça m'a tellement tué que maintenant, dès que je peux payer des coups à des gens de la même façon, je le fais. Et ouais, une sorte de tact humain que je trouve assez rare et important à cultiver. Je trouve ça cool. C'est pour ça que je t'ai bien aimé vite, parce que tu payais des canons et payais des coups. Non, moi, je vois une autre chose quand même, c'est notre amour de l'aventure, c'est-à-dire qu'on était les premiers à partir quand il fallait se rendre quelque part ou rencontrer des gens. Ah ouais, d'habitude, je suis toujours seul quand je veux aller explorer un trou pourri, flotter dans une barque qui prend l'eau, sauter dans une flaque de boue ou dans des orties, bon, tu vois, puis t'étais partant. Voilà, et c'est pas fréquent que... Non, mais même en zététique, le fait d'aller au contact des gens et de pas se contenter de faire un truc derrière notre... Faire un petit dossier sur le magnétisme, c'est bien, mais d'aller... et puis d'aller rencontrer, d'aller même payer la tisane à Jean Stone de lire, c'était interdisciplinaire de Paris. Oui, on a fait ça. Alors que le mec, après, il nous insulte dans les bouquins. N'empêche que humainement, tu vois, il ne peut qu'être gêné de faire ça, parce que on a toujours été courtois avec lui, on était courtois avec Jean-Pierre Girard. Qui nous a pourri aussi, on est courtois avec ces gens, tu vois, on y va, on leur paye le cadeau. Tu sais, on peut être en désaccord sur les idées, mais si on met dans un ravin, on tend la main, quoi. Enfin, après, moi aussi, j'ai une petite règle, je sais plus à qui je l'ai piqué, de toute façon, j'ai pas inventé grand chose, je pique tout à tout le monde. Je me rappelle, je sais plus qui avait dit qu'il préférait, mais je crois que c'est Alan Sokal qui a dit ça, dans un de ses bouquins. Il préfère un croyant qui avance qu'un sceptique pantouflard. Quelqu'un qui fait bouger les lignes. Je vois des gens chrétiens, cathos, musulmans qui font du lien social par chez eux. Et des fois, je trouve qu'ils en font plus que une certaine bourgeoisie intellectuelle que je peux rencontrer à l'université. Et qui sont pourtant sceptiques. Ouais, c'est une fibre sociale que j'aime bien. Je me souviens que ce qui nous différenciait à l'époque de l'Observatoire zététique, c'est que j'étais justement passionné d'épistémologie, et peut-être même que la première fois que j'ai entendu ce terme, c'était dans ta bouche. Et moi, pas du tout. Mais moi, je faisais semblant, je savais pas ce que ça voulait dire. Je bluffais. Épistémologie. Je me souviens que ça, c'était... oui, non, c'est important, c'est important de se poser ces questions-là, de bien définir, nanana. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était d'aller courir dans les bois et rencontrer des magnétiseurs. C'est vrai, hein, au départ. Puis j'étais vraiment paranormal. Tous les aspects philosophiques. On a été guettés sous la pluie pendant une nuit, des hurlements de la boîte de nuit qui avait brûlé, là. Ah, j'y étais pas, moi. Ah, t'étais pas là? Non, tu vois, non, mais même quand t'étais pas là, je te vois. T'étais pas là, pourquoi t'as eu peur? T'as eu peur. Non, les deux que j'ai ratés, il y a celle-ci et puis... Glosel? Ouais.
sortir Et toi, t'as raté la Dame Blanche de Ouais, Moreau. de Moreau. Et sur les autres oui. aventures, on devait. Peut-être OZ, mais peut-être préciser l'OZ. J'ai fait ton pied, Richard. Ah oui, je fais du bruit. Merde, je fais du bruit à côté du truc. L'Observatoire zététique, on m'a souvent posé la question, peut-être que ça peut intéresser les rares personnes qui regardent ce truc. Je suis parti parce que j'avais du mal à concilier ce que je faisais à l'université, où le standard de scientificité, il doit être un peu maximal quand même. Et puis une pratique associative où tu peux pas attendre des personnes qui consacrent un peu leur temps libre à faire un dossier. Tu peux pas attendre qu'ils sourcent au même niveau que des gens pour qui c'est le métier, ils sont payés pour ça. Et donc des fois je devais justifier de présentations publiques ou de dossiers qui étaient plus ou moins branle-ballant, pas très très bien ficelés, tu vois. Et ça me gavait, et je trouvais ça vraiment inconfortable. Le deuxième truc, c'était que à l'OZ, il y avait un discours où il fallait aller dans tous les médias, peu importe lesquels, sans jamais être discriminant dessus. L'important, c'était de parler partout, dès qu'on avait l'occasion. J'étais pas d'accord avec ça. J'étais déjà lecteur des gens qui font de la critique des médias. Je regardais aussi bien Schneiderman dans Arrêt sur Image que je lisais à Crimet. Tu vois, ça me paraissait pas logique d'aller partout, sans discrimination. Et ça, c'était les deux points qui ont fait que je dis, ça sert pas à grand chose de mélanger la soupe. Et après, au Cortex, voilà, on a bossé avec plutôt des gens universitaires. C'est surtout sur de la pédagogie. Et voilà. Et j'ai quitté le Cortex en 2017. Et j'ai eu 7 bons vents. Et voilà. Et si tu me poses la question, est-ce que je ferai toute ma vie d'esprit critique, j'avais dit que j'arrêterais le jour où je deviendrais un peu aigri quand je réponds aux questions. Pour l'instant, c'est pas le cas. On peut me poser la millième question, à la millième fois. Je suis toujours pas lassé. Mais j'exclus pas d'aller investir ses forces critiques dans d'autres domaines. Et des fois, je me trouve un peu confortable, moi aussi, à, tu vois, prendre un sujet... je sais pas, l'autre jour, je lis je sais pas, le respirianisme de Yasmouine, tu vois, celle qui dit ne pas avoir mangé pendant 5 ans, voilà, en se nourrissant de prana. Et je me dis, mais c'est peut-être pas ça qu'il faut lire, peut-être Anne Poiré sur les armes au Yémen, et puis essayer de l'aider, ou il y a des profs en Turquie qui sont prisés pour des raisons complètement scandaleuses, t'as des gens qui sont la moitié, ils disent la moitié ou du tiers de ce que je raconte en cours, et ils se font mettre en prison, ils se font massacrer en Bangladesh. Et là-dessus, je me trouve un peu mou. Je me trouve trop mou. En fait, t'assumes pas t'assumes pas ta position bourgeoise. Bah ouais, ici, puis dans un pays où il n'y a pas trop de risques. D'accord. Donc toi, si tu devais écrire, il te restait 10 minutes à vivre et tu devrais écrire un truc... Non, ça c'est ma question, mec. Tu me piques ma question. T'écrirais, ça aurait pu être mieux, quoi. J'aurais pu faire mieux. Non, mais ce serait... Tu vois, si j'avais 10 secondes pour écrire, j'écrirais la phrase de... Mais il l'a déjà fait, Bertrand Russell. Il écrit... J'ai fait une proposition très subversive. Donnez-moi de bonnes raisons de penser ce que vous pensez. Cette exigence-là, si on l'a... Si tout le monde se dote de cette exigence-là, il n'y a plus aucune des grosses aliénations modernes qui tient. Donnez-moi de bonnes raisons de dire ce que vous dites. Tu dis ça à une industrie pharmaceutique qui te vend un truc dégueu. Ouais, puis si j'avais 10 secondes, je dirais, moi, contrairement à toi, je leur dirais gagner du temps. En 30 ans, j'ai compris que s'il y avait 2-3 trucs à faire, le premier, c'est de défendre le service public le plus possible. Parce que tous les inconvénients sont engrangés par le service public, et on s'arrange pour faire sortir tout ce qui est brevetable, tout ce qui est vendable et tout. Moi, je suis pour une réquisition au niveau mondial des industries pharmaceutiques. Déjà. Si on arrive à faire ça, moi, je serais mort. Je pense que je ne reverrai pas le bout, mais ça, j'aimerais bien. J'aimerais bien la fin des passeports et des frontières. Je trouve ça cool. Qu'il y ait une sécurité sociale au niveau international, je trouve ça vraiment cool. Et qu'il y ait des choses qui ne se commercialisent pas. J'avais été frappé. Je t'ai raconté ça déjà. Je sais pas si j'ai déjà raconté, mais en plus, comme des blaireaux, on a déjà enregistré des épisodes qu'on a perdus. On est vraiment des gros losers. Donc, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais il y avait le mec qui a inventé le vaccin contre la poliomyélite, Salk qui s'appelle. Et il est interrogé par ce type qui a fait l'objet d'un film
te rappelles peut-être de ça. Tu avais vu Good Night and Good Luck de George Clooney, avec George Clooney, sur un journaliste qui s'appelle Edward Murrow, qui est un type assez génial qui s'est battu contre le McCarthyisme, un type assez formidable. Et Murrow lui dit, mais je sens qui c'est qui a le brevet de ce vaccin? C'est qui dit, personne. Il dit, comment vous n'avez pas breveté le vaccin? Il dit, non, on brevette pas le soleil. Ça, pour moi, c'est la classe. Il faut qu'on raconte cette histoire. Et il faut que les gens arrêtent de vouloir faire du capital financier sur tout. Et que voilà, quoi, tu vois, je trouve ça cool. Si on peut faire gagner du temps dans tout le job de... Je crois que le seul propre de l'humain, c'est d'avoir la capacité de rendre sur support symbolique des choses qui dépassent, outrepassons sa mort, ce qui fait que le prochain peut le lire. Et moi, quand je lis Henri Brock, je gagne 20 ans. Tu vois. Quand je lis Chomsky, je gagne 10 ans. Quand je lis tes articles, je gagne 2 ans. Et je suis bien moins bête par ces lectures, parce que des gens ont passé du temps à les écrire, à les consigner. Tu vois. Donc, je leur dis ça aux étudiants, je dis prenez un calepin et gagnez du temps, parce que ce que je vous raconte là, moi j'ai mis 25 ans à l'agglomérer, soyez moins con que nous. Peut-être que vous aurez une chance de vous en sortir et de pas faire trop mourir la planète trop vite, parce que moi je verrai pas la fin de la planète. Enfin, encore plus. C'est jamais. Un petit bombardement bien ajusté. Et tout est fini. Non, ça, c'est ma peur de jeunesse. C'est mais une petite guerre nucléaire, ah non, non. La Chine, non. De toute façon, on n'est pas assez compétent pour trancher ces questions, puisqu'on n'est pas très fort en géopolitique. Il y a plus fort que nous. Ouais. Bon. Bah mon gars. On salue François, on lui dit qu'on pense à lui. Bah oui. François, il a une vie difficile aussi. C'est pas simple. Et il refuse d'en parler devant une caméra. Puis bon, de toute façon, comme il a disparu, la question se pose plus. Ouais. Richard, à la prochaine. Respect, mec. Onfray, il a quand même pas tout à fait le même... Non, là, c'est ton tour. Tu vois, ça peut pas être toujours moi la victime. Parce que lui, c'est dans l'autre sens, non? Non. Je sais pas, il y a un truc un peu différent. Non, là, c'est ton Il tour. a pas le même gloss, là, le même crème. J'en ai marre.